Bonsoir à tous et bienvenue dans ce moment qui va parler de Parcoursup puisque nous sommes à la veille de l'ouverture de la plateforme, donc prévue demain matin. Alors, pour s'installer tranquillement, juste quelques mots nous concernant. Donc, je m'appelle Christine Mélouche, je suis la présidente de PGE-PGO. PGE-PGO est un institut. PGE-PGO veut dire préparation grandes écoles et préparation grand oral, mais qui au-delà de ce mot, de ce nom, est spécialisé depuis 2004 dans l'accompagnement des étudiants à des moments clés de leur parcours, en particulier bien sûr l'accès aux études supérieures après la terminale, également ce qu'on appelle les admissions sur titre, AST1 à Bac+2, AST2 à Bac+3. Cet institut donc propose des formules adaptées à ces différentes situations, accompagnement de la seconde à la terminale pendant tout le lycée, avec comme objectif l'excellence académique pour que le dossier scolaire soit le meilleur possible au moment de ce fameux Parcoursup, des méthodes pour y arriver, pas mal d'accompagnement sur la façon de travailler de manière la plus efficace possible, et puis aussi des conseils d'orientation en partenariat avec un réseau de conseillers d'orientation avec lequel nous travaillons qui s'appelle Ton Avenir. Et puis aussi des préparations à des concours, concours aux écoles de commerce, concours aux écoles d'ingénieurs, concours Sciences Po et IUP de province, tant en terminale que pour les admissions parallèles, Bac+3, 4, 5. Des stages d'aisance oratoire et puis des tests, essentiellement des tests d'anglais et des tests de logique. Voilà. Donc l'offre est large, le panel est large, mais comme vous le constatez, nous sommes beaucoup au quotidien avec des étudiants en terminale à des moments où étudiants et comme parents se posent beaucoup de questions sur comment optimiser ce moment clé du passage de la terminale vers des études supérieures et quelles peuvent être d'ailleurs les études supérieures les plus adaptées. Alors, on va centrer donc sur Parcoursup, quand même pour vous dire que nous organisons des événements comme ce soir ce Facebook Live, mais nous organisons également des événements et dimanche 26 à Paris, nous avons un événement physique puisque nous avons ce qu'on appelle une JPG qui veut dire journée de préparation gratuite, demi-journée plutôt d'ailleurs, de préparation gratuite au concours des écoles de commerce, également des conférences sur les écoles de commerce, les détails des épreuves de leur concours, de leur programme, etc. Ça c'est dimanche 26 et vous pouvez vous inscrire sur le site. Et à ce sujet-là d'ailleurs, vous verrez également des réunions d'information dans d'autres villes que Paris puisque nous intervenons dans 8 villes en France en plus de Paris. Alors, on va passer tout de suite sur le sujet qui nous occupe ce soir, donc qui est Parcoursup. On va commencer tranquillement par un rappel de quelque chose qui est quand même fondamental, qui est le calendrier. Donc, vous l'avez sûrement lu, vous en avez entendu parler, mais il est important de l'avoir en tête et de ne pas louper chacune de ces étapes. Donc, à partir de demain, possibilité de rentrer des vœux. Ces vœux, vous allez pouvoir les rentrer jusqu'au 12 mars. Un premier point de vigilance, je vais essayer à chaque fois de souligner les choses importantes et les risques potentiels dans Parcoursup. Premier point important, parfois, et beaucoup trop d'ailleurs, d'étudiants finissent la saisie de leurs vœux, eh bien le 12, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Parcoursup le 12 mars et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a parfois des bugs qui peuvent arriver. Et si vous êtes confronté à un bug le dernier jour de la saisie de vos vœux, eh bien, vous êtes sûr que le reste de la procédure va pas bien se passer. Donc, de grâce, s'il vous plaît, même si oui, vous avez jusqu'au 12 mars, dites-vous que vous allez valider vos vœux le 10 mars, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Si jamais il y avait un problème le 10 mars, vous avez toujours une hotline, un numéro de téléphone derrière la plateforme que vous pouvez appeler en cas de problème technique. Donc première étape, vous saisissez des vœux et mettez tous les vœux auxquels vous pensez, parce qu'après, une fois que cette étape sera terminée, vous ne pourrez plus saisir de vœux supplémentaires. Vous pourrez ne pas confirmer certains, mais vous ne pourrez plus en saisir des vœux que vous n'auriez pas déjà identifiés avant cette date du 12 mars. En effet, deuxième période du 12 mars au 2 avril. Premier sujet, confirmation.
Vous pouvez, parmi les vœux que vous avez choisis, peut-être décider de ne pas en confirmer certains d'entre eux. Et puis surtout, finalisation du dossier. Vous allez voir que sur Parcoursup, on va vous demander ce qu'on appelle un projet motivé, qui est une mini-lettre de motivation. On va vous demander de remplir parfois un CV. On va vous demander des informations complémentaires. Il est essentiel de faire ça de manière très, très rigoureuse. Ça donc vous amène jusqu'au 2 avril. Même commentaire bien sûr, ne finalisez pas l'ensemble le 2 avril si jamais il y avait un problème. Peut-être chez vous d'ailleurs, hein, ça peut être aussi une connexion internet qui ne fonctionne pas très bien. Donc vraiment prenez une marge de sécurité par rapport à toutes ces échéances s'il vous plaît. Ensuite, les formations que vous avez demandées vont examiner votre dossier et ça va se passer entre le mois d'avril et le mois de mai. Ce qui me permet de souligner aussi un point important, c'est que on parle beaucoup de quels sont les critères de sélection. On a parfois l'impression que Parcoursup est quelque chose d'un peu mystérieux. N'oubliez jamais que derrière Parcoursup, il y a les formations. Et ce sont quand même les formations qui, au bout du compte, vont regarder votre dossier et donner un avis sur votre dossier. Et pas Parcoursup de manière automatique. Alors voilà, donc 2 mois pour que ces formations puissent examiner votre dossier et afin de vous répondre. Ces réponses, vous allez les avoir à partir du 19 mai. Ces réponses, elles vont être de 4 possibles réponses. La première, on l'attend bien sûr, c'est le oui. La deuxième, c'est le oui-si. Le oui veut dire que vous êtes accepté. On va peut-être vous demander soit de faire quelque chose en plus en règle générale pour une mise à niveau, soit peut-être avant la rentrée, pendant les vacances, soit peut-être faire un parcours qui va être un peu plus long que l'année scolaire habituelle, mais en tout cas, sous réserve d'une adaptation par rapport à peut-être votre origine de formation et les prérequis nécessaires dans cette formation supérieure, vous êtes définitivement admis, si vous l'acceptez bien sûr, dans la formation que vous avez demandée. Vous avez ensuite le nom. Voilà, donc ça, c'est terminé, bien évidemment. Et puis, vous avez enfin des formations sur lesquelles vous allez être en liste d'attente. Ce qui est très intéressant, très important, c'est de regarder quel est votre rang dans cette liste d'attente et de comparer votre rang dans cette liste d'attente avec le rang de l'étudiant qui a été le dernier admis l'année dernière. En effet, vous allez voir qu'il va y avoir, c'est l'impression que vous allez avoir, beaucoup de candidats pour une formation avec peut-être peu de place. Vous pouvez très bien être confronté sur certains instituts à des formations où vous allez voir 4000 candidats peut-être pour 200 places, 150 places. Ce n'est pas forcément grave, n'oubliez jamais que tous les candidats, tous les étudiants de terminale vont avoir positionné 10 vœux et 20 sous-vœux. Et tout ça pour finir à la fin, pour n'en garder qu'un seul. Donc il va y avoir beaucoup de disponibilités qui vont arriver au fur et à mesure de la procédure. Les choses vont énormément changer entre la première proposition que vous allez avoir et les propositions que vous allez avoir à la fin. Donc pour savoir quelle est votre chance quand vous êtes en attente, vraiment, comparer votre rang à celui du rang du dernier admis l'année dernière, c'est quelque chose de très intéressant pour pouvoir avoir déjà une sensibilité sur votre chance d'être admis à la fin du processus dans cette formation. En effet, on va vous demander de ne garder que 2 réponses positives. Donc vous pouvez garder 2 oui, 2 oui-si, un oui et un oui-si, et après le reste, ce sera ces fameuses formations sur lesquelles vous restez encore en liste d'attente. Donc il va être assez important d'avoir cette sensibilité-là. Peut-être que parfois quand vous allez avoir 3 ou 4 propositions de oui, il va falloir que vous en éliminiez 2 pour pouvoir garder et du coup de regarder à la place des formations qui sont en attente parce qu'elles vous séduisent davantage. Donc c'est vraiment très important de sentir à ce moment-là s'il est plus judicieux de garder un oui ou si vous pouvez vous permettre de garder un attente parce que vous pensez que vos chances sont très bonnes de pouvoir à la fin avoir accès à cette formation-là qui vous plaît davantage. Donc pas plus de 2 réponses positives en même temps. Une semaine pour répondre au départ, au début de la procédure, à partir de la première semaine derrière le 19 mai. Et puis ensuite, le temps va s'accélérer puisque vous n'aurez plus que 3 jours pour répondre.
avec là aussi un point de vigilance. À chaque fois que vous allez avoir, les cartes sont rebattues chaque matin. Chaque matin, vous allez pouvoir avoir des nouvelles propositions. Vous allez avoir une information sur le fait qu'on vous a fait ces propositions par mail, par SMS. Faites attention à ne pas rater le délai. Si vous ne répondez pas dans les temps, les propositions sont définitivement perdues. Donc là aussi, il va falloir être très concentré pendant cette période-là. La procédure va être suspendue pendant les épreuves du baccalauréat. On sait donc bien que vous avez d'autres sujets pendant cette période du 17 au 24 juin. Donc on ne va pas vous demander de répondre à des propositions. À partir du 29 juin et jusqu'au 1er juillet, donc pendant une période assez courte, on va vous demander de revenir sur les vœux que vous avez encore en attente et on va vous demander de les confirmer. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez décider de ne pas maintenir certains de ces vœux en attente et on va vous demander surtout de faire ce qu'on ne vous avait pas demandé jusqu'à présent, une priorisation de ces vœux encore en attente afin de pouvoir vous proposer à ce moment-là, puisqu'on est en fin de procédure, les vœux qui correspondent, enfin des demandes qui correspondraient vraiment le plus à vos souhaits privilégiés. Donc une étape du 29 juin au 1er juillet. Et puis les dernières propositions tomberont après les résultats du bac, qui est le 7 juillet, du 15 juillet au 17 juillet. Voilà, donc le début de la procédure jusqu'au 12 mars, mais dites-vous que vos vœux, il serait bien qu'elles soient saisies 2 ou 3 jours avant la fin de cette période. Et puis une deuxième période derrière qui est la confirmation, la finalisation des dossiers et la confirmation des vœux du 12 mars au 2 avril. Je n'ai pas compris. Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème de vision, donc on va faire venir Pauline qui va nous agrandir le PowerPoint. Je crois que c'est ça qu'elle va faire. C'est tout à fait ça. Voilà, merci Pauline. Venez devant, venez, mettez-vous en face. Voilà. Voilà, donc j'imagine que c'est mieux pour nous tous. Merci à vous. Voilà. Alors, quelques chiffres clés sur Parcoursup. Parcoursup, c'est énorme. Vous allez trouver, il l'indique quelque part sur le site, vous allez trouver environ 16 000 formations différentes. Donc, c'est aussi une façon de s'informer sur énormément de parcours de formation en enseignement supérieur. C'est une mine d'informations. Attention, toutes les formations ne sont pas encore, parce qu'il y a de plus en plus de formations. Chaque année, il y a de plus en plus de formations sur cette plateforme, mais toutes les formations ne sont pas encore disponibles sur la plateforme. Mais il y en a quand même de plus en plus. Chaque année, vous en avez de plus en plus. Cette année, par exemple, les concours des écoles de commerce ont intégré la plateforme. Je pense à Accès Sésame. Les concours des IEP de province également ont intégré la plateforme. Vous allez avoir des écoles aussi comme Sciences Po Bordeaux qui vont avoir intégré la plateforme ou comme le Bachelor de Audencia qui vont avoir intégré la plateforme. Mais d'autres ne seront pas là. Donc quand vous êtes intéressé par une école, vous allez trouver un moteur de recherche dans Parcoursup et je vous engage, puisqu'on ne pourra jamais vous dire exactement quelle est la liste de toutes les formations, les 16 000, vous ne pourrez pas la consulter, je vous engage vraiment à chaque fois que vous avez une école qui vous intéresse à vérifier s'il faut que vous sélectionnez cette école dans Parcoursup ou bien si c'est une procédure qui est 100% hors Parcoursup, puisque donc vous allez avoir beaucoup de formations dans Parcoursup et donc il est important de les sélectionner sur la plateforme et encore d'autres formations, Sciences Po Paris pour vous donner un exemple, qui est totalement hors Parcoursup et pour laquelle il faut rien faire sur Parcoursup mais aller directement sur le site de Sciences Po Paris. Et comme donc on ne sait jamais, la première des choses, ça va être vraiment sur le moteur de recherche, vérifier si une école qui vous intéresse, une formation qui vous intéresse, c'est quelque chose qui va passer par Parcoursup ou c'est une procédure de recrutement, d'admission complètement hors la plateforme Parcoursup. Après donc, quand vous allez être sur cette plateforme et pour chacune des formations qui va vous intéresser, on l'a déjà un peu abordé, vous allez trouver
énormément d'informations intéressantes, en particulier donc le nombre de places de cette formation, le rang du dernier admis, je vous l'ai cité tout à l'heure, et puis aussi quelque chose qu'on appelle le taux d'accès. Quand vous allez avoir 100% de taux d'accès, ça veut dire que l'année dernière, 100% des candidats ont été acceptés. C'est quelque chose que vous allez trouver sur des licences, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples dans un petit instant. D'autres fois, vous allez trouver des taux d'accès de 6%, par exemple. Et cela veut dire que l'année dernière, parmi les candidats, tous les étudiants qui ont candidaté pour intégrer cette formation, seulement 6% des candidats ont été admis à la fin de la procédure. Donc ça vous donne une image très exacte du niveau de sélectivité de chacune des formations qui va vous intéresser. Et puis, autre chose importante, vous allez avoir des attendus et les critères d'examen du dossier. Puisque je vous disais tout à l'heure, les formations vont examiner votre dossier et elles vont vous indiquer, là aussi je vais vous donner un ou deux exemples pour vous éclairer, pour rendre les choses plus pratiques, elles vont vous expliquer quels vont être les éléments qu'elles vont regarder en particulier. Donc voilà pour ce premier chiffre concernant les 16 000 formations. Les deux autres chiffres, bien sûr, sont, vous avez à votre disposition 10 vœux et vous avez à votre disposition 20 sous-vœux. 20 sous-vœux au sein même de ces 10 vœux. Donc il va falloir optimiser chaque 10 vœux et chacun des 20 sous-vœux et on va voir quelques pistes pour pouvoir le faire en fonction de vos centres d'intérêt. Alors, stratégie, parce qu'effectivement, tout l'art va être là de faire quelque chose qui va garantir, va vous aider à avoir un maximum de choix positifs, puisque c'est bien sûr notre objectif à tous. Alors, la première des choses, c'est bien sûr pour maximiser ses chances, il est important d'utiliser l'ensemble de ses vœux et de ses sous-vœux, saisir un maximum de choix, et puis de le faire aussi en ayant les choix les plus diversifiés possibles. Vous allez pouvoir vous rendre compte en travaillant un peu plus au fur et à mesure des jours et de votre navigation sur la plateforme que certaines formations peuvent avoir des critères d'examen du dossier qui sont différents d'autres formations. Certaines peut-être privilégient davantage certains profils académiques, d'autres privilégient d'autres initiatives et que en fonction de ça, vous pouvez avoir un profil qui correspondra davantage à certains types de formations. Et donc, comme on n'est pas sûr forcément de comprendre les critères de sélection des formations, un des premiers conseils que vous avez sûrement déjà entendu, c'est de dire utilisez tous vos vœux et diversifiez vos choix. Il sera toujours temps de choisir, de faire votre choix définitif au moment où vous verrez comment votre dossier a été perçu et que vous aurez vos premières propositions. À ce stade-là de la procédure, mettez un maximum de choses les plus diversifiées possibles. On ne vous demande pas d'identifier des priorités tout de suite. On va vous recommander néanmoins d'établir ces priorités pour vous-même, même si elles ne sont pas demandées, car vous avez vu que les délais de réponse à partir du 19 mai vont être très courts et que je pense que ça va être vraiment une source d'aide, quelque chose qui va vous aider, d'avoir à côté, quelque part sur votre bureau, cette liste des priorités que vous allez être capable de dresser au moment même où vous allez vous intéresser aux formations et d'ailleurs peut-être plus facilement au moment où vous allez creuser chacune des formations plutôt que le 19 mai où vous aurez un peu oublié les raisons de ces choix-là. Et puis je vous rappelle qu'on va vous demander de faire des priorités à la fin de la procédure sur les derniers vœux qui vont rester en attente. Donc faites vos priorités dès le départ. Cette liste de priorités vous sera utile à plusieurs moments de la procédure de Parcoursup. N'oubliez pas de confirmer et n'oubliez pas de vérifier le statut confirmé pour chaque vœu. Là aussi, on parle parfois de bugs d'une plateforme informatique. On a tous vécu des bugs sur énormément de plateformes informatiques. Ça peut arriver aussi. Et un des points clés, c'est on peut très bien, par exemple, avoir une coupure Internet juste avant d'avoir confirmé certains vœux et sortir sans se rendre compte de ce bug-là. Donc, au moment de la confirmation, c'est très très important de vérifier que chacun de vos vœux est bien en statut. Vous allez pouvoir l'identifier en statut confirmé.
La stratégie vraiment, elle va être dans ce choix cette diversité des vœux. Donc il est important, premier point, d'avoir en tête que vous allez mettre ce que j'appelle moi des vœux entre guillemets en sécurité. Donc des vœux, vous allez être à peu près sûr qu'on va vous faire une proposition d'admission. Vous la prendrez ou vous la prendrez pas, mais vous êtes sûr d'avoir une réponse positive. En règle générale, quand on parle de vœux sécurité, des licences simples, puisque ce sont des formations qui restent non sélectives, en tout cas certaines d'entre elles, et vous allez vous référer à ce fameux taux d'accès, et vous allez voir que des licences vont avoir des taux d'accès de 100% ou de 99%. Vous allez trouver également une moindre sélectivité dans certains IUT. Certains IUT sont très sélectifs et d'autres, on va le regarder ensemble, le sont beaucoup moins. Alors, par rapport à ce choix sécurité, un point important à avoir en tête, c'est la préférence académique. Les IUT, il n'y a pas de préférence académique. Donc vous avez les mêmes chances si vous postulez à un IUT de Toulouse, de Lyon ou de Paris. Même chance par rapport à votre origine académique. Après, vous verrez qu'ils sont plus ou moins sélectifs. En licence, c'est différent. En licence, vous pouvez postuler à des universités qui sont hors de votre académie d'origine, l'académie d'origine étant celle de votre baccalauréat, mais l'académie d'origine sera forcément privilégiée en ce sens qu'il y a un pourcentage maximum de candidats par université, de candidats hors académie par licence. Donc, une fois que ce quota sera dépassé, eh bien, vous ne serez plus, si vous n'êtes pas de l'académie d'origine, vous n'aurez plus la possibilité d'accéder à cette université-là. Donc, pour faire simple, le conseil est le suivant. Pour les licences, privilégiez vraiment votre académie d'origine et ne vous amusez pas à postuler sur des licences qui sont ailleurs en France que là où vous habitez. Et puis, donc ça c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est ne vous interdisez surtout pas de mettre ce que j'ai appelé vos formations rêvées, les formations dans lesquelles vous rêvez vraiment de votre poursuite d'études, qui en règle générale sont plus sélectives. Je pense donc à d'autres IUT, je pense à des classes préparatoires peut-être, ou à des doubles licences qui peuvent être intéressants. Vous avez 10 choix et 20 vœux, 10 vœux et 20 sous-vœux, vous avez la possibilité vraiment de vous permettre de vous faire confiance et d'intégrer dans cette liste-là, dans la mesure où vous avez pondéré ce petit risque par des vœux sécurité, de vous permettre de mentionner les 2-3 formations qui sont vraiment vos choix de cœur. Et surtout, faites-le. Ce serait dommage de passer à côté d'une formation qui vous aurait peut-être accepté. Et puis entre les deux, voilà, la majorité des vœux vont être un savant mélange entre des choses raisonnables et des choses peut-être un peu plus difficiles, de façon à panacher les choix et vous donner à la fin, parce que c'est l'objectif, vous, le plus grand choix possible, parce que n'oubliez pas qu'à la fin, c'est vous qui allez choisir votre formation. Donc toute cette stratégie, elle est destinée à vous donner un maximum de possibilités au moment de votre choix définitif. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer par quelques exemples pour rendre ce principe un peu plus clair. Donc, j'ai écrit exemple fictif. Vraiment, j'ai forcé le trait, j'ai voulu vous montrer des choses en les caricaturant pour peut-être me faire mieux comprendre. Il s'agit en aucun cas d'une recommandation de choses à faire, il s'agit de vous donner des illustrations concrètes de ce que je viens de vous énoncer pour vous permettre, vous, après, d'effectuer vos choix de manière la plus fine et intelligente possible. Donc là, j'ai fait comme exemple 1 le profil d'un étudiant qui sera avant tout intéressé plutôt par des études en école de commerce ou des études qui ressemblent du coup. Donc pour revenir sur le premier sujet qui est de dire on va vouloir avoir quelque chose de prudent, vous voyez que si on essaye, puisque autour des écoles de commerce, on va pouvoir s'intéresser dans le cadre de l'université à soit des licences d'éco-gestion, soit des licences administration économique et sociale. Vous voyez qu'une première stratégie va être de mettre comme choix une licence d'administration économique et sociale à Paris-Saclay, puisque son taux d'accès l'année dernière était de 100%. A priori, vous devrez avoir un oui à ce choix-là
parmi les premières réponses que vous allez recevoir. Autre choix, si vous préférez peut-être une licence éco-gestion, mais c'est l'intérêt également, la licence de Nanterre qui avait un taux d'accès très élevé l'année dernière de 90%, cette licence d'économie de gestion. Peut-être que dans les licences, vous pouvez avoir envie de choisir une formation comme celle de Nanterre en cursus international, puisque ce cursus franco-anglais est évidemment quelque chose qui va donner une valeur supplémentaire à votre licence. Et donc, ça peut être quelque chose que vous allez rajouter, même si, vous voyez, vous avez un taux d'accès pour cette licence qui est un peu plus faible, puisqu'il est de 53%. Mais balancé, contrebalancé par les deux premières licences que vous avez choisies à 90 et 100%, voire peut-être vous envoyez là une troisième à Paris, si vous voulez. Par exemple aussi, ça peut être un autre critère de choix, être plutôt dans cette antenne, dans la faculté d'Assas plutôt que celle de Nanterre. Mais vous voyez, là aussi, vous avez le taux d'accès l'année dernière de 72%. Voilà, donc premier exemple sur les universités, des programmes qui sont en adéquation avec vos centres d'intérêt dans la formation, vos études supérieures, et en jouant avec ces taux d'accès, en passant d'un 100% ou 90% pour vraiment être sûr, à des choses peut-être un peu plus difficiles, comme le 53%, mais parce qu'un parcours international qui vous semble particulièrement attrayant. Autre, bien sûr, vœu que vous allez pouvoir faire, et donc c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière, il va falloir que vous saisissiez dans Parcoursup, si vous êtes intéressé par les écoles de commerce et par les banques d'épreuves des écoles de commerce, là j'en ai donné deux à titre d'exemple qui sont Accès et Sésame, il va falloir que vous saisissiez, et ça va faire l'objet d'un vœu, un de vos 10 vœux, la banque d'épreuves Accès, il va falloir également que vous saisissiez comme un autre vœu, la banque d'épreuves Sésame. Ensuite, il va falloir que vous indiquiez pour chacune des banques d'épreuves les écoles qui vont vous intéresser. A, B, C, D, E, etc., etc. Point important, vous pouvez en saisir autant que vous voulez de ces banques d'épreuves, puisque contrairement à d'autres parcours, ces écoles, contrairement à d'autres types de formations, les écoles, quand elles vont être dans une banque d'épreuves, que ce soit une banque d'épreuves ingénieur, que ce soit une banque d'épreuves IEP ou que ce soit une banque d'épreuves école de commerce comme Accès et Sésame, ne compteront pas pour un sous-vœu. Donc vous pouvez absolument toutes les lister, elles ne vont pas avoir un impact sur le nombre de sous-vœux qui va rester ensuite dans la suite de votre sélection de formation supérieure. En revanche, la banque d'épreuves, elle, compte pour un vœu et il faut bien sûr ne pas l'oublier. DUT, forcément, donc là, vous voyez que certains DUT peuvent être très sélectifs. J'ai donné là comme exemple DUT GEA. Vous voyez que celui de Nanterre avait un taux l'année dernière de 15%, donc très sélectif. Mais en revanche, ceux de Marseille ou Toulouse avaient un taux d'accès de 77%. Donc, autant sur une licence, vous restez dans votre académie, autant sur un DUT, si ce DUT vous intéresse vraiment, on peut se questionner sur l'intérêt d'aller faire un DUT ailleurs que dans votre académie d'origine, sachant qu'un DUT d'un institut, IUT de Toulouse et IUT de Paris 13 ou de Sceaux, ils se valent tous, c'est le même diplôme, c'est exactement la même formation avec exactement les mêmes épreuves à la fin. Donc vraiment, vous aurez de toute façon un DUT GEA. Donc voilà, donc ça peut être aussi une stratégie efficace de s'intéresser à des IUT qui sont hors de votre académie d'origine, mais parce que avec davantage de chances d'y être admis. Ensuite, dans vos autres choix, vous pourrez indiquer des classes préparatoires en indiquant, parce qu'au-delà de la classe préparatoire, il vous sera demandé d'indiquer le lycée dans lequel vous allez vouloir faire effectuer cette classe préparatoire. Là également, vous avez exactement la même information qui est vraiment l'information clé pour vous permettre d'optimiser vos vœux, qui est ce fameux taux d'accès de l'année dernière. Lycée A, taux d'accès l'année dernière, 41% des candidatures. Et puis, pour diversifier encore un peu, revenir peut-être sur le monde universitaire,
mais avec d'autres types de parcours, puisqu'il s'agit des doubles licences. Là, à titre encore une fois d'exemple, hein, on pourrait s'intéresser à une licence droit et civilisation anglais-chinois, en partant du principe que, en particulier ceux qui peuvent déjà avoir un intérêt pour le chinois et peut-être même un début d'ailleurs de formation en chinois, que la double licence droit et civilisation anglais-chinois à Sceaux est assez accessible avec un taux d'accès de 79% et propose une formation qui peut avoir une vraie valeur entre la double matière droit et aussi les langues anglais et chinois qu'elle propose. Autre possibilité, c'est associer deux matières professionnelles qui sont celles du droit et de l'éco-gestion, comme cette licence qu'on trouve à Nanterre, qui elle en revanche va avoir un taux d'accès qui va être un peu plus bas, puisqu'on voit que l'année dernière, seulement 36% des candidats ont été acceptés dans cette licence à Nanterre. Voilà, donc un panaché, un exemple, je vous disais, hein, caricatural et totalement fictif, de choix qu'on peut imaginer en panachant des formations en licence simple, surtout pour le fait qu'elles ne sont pas sélectives et que vous aurez une place, des licences doubles, donc un peu plus difficiles en termes d'accès, avec un peu plus de valeur aussi, un peu plus de travail bien sûr dans ces parcours, les écoles, en indiquant les banques d'épreuves, mais aussi les écoles derrière, des DUT, en jouant là sur peut-être les villes pour avoir plus de chances d'être accepté dans un DUT, et puis ces fameuses classes préparatoires, n'oublions pas que c'est le lycée que vous allez demander qui va excusez-moi, qui va décider de votre admission ou pas dans ce parcours-là. Alors pour continuer, et parce qu'il n'y a pas que des étudiants à Paris, voici la même chose appliquée à un profil toujours école de commerce mais à Nantes. Bien, même principe, hein, de manière là je l'ai raccourci bien sûr. Sur les licences, on va se retrouver avec des licences qui vont être sur la région de Nantes ou les villes avoisinantes. Donc là, licence éco-gestion, on a trouvé une licence à Nantes avec un taux d'accès à 100%, ou une licence administration économique et sociale à Rennes avec un taux d'accès à 99%. Ce qui n'empêche pas, un peu comme tout à l'heure à Paris, qu'on peut aussi avoir envie de postuler dans une autre licence à Nantes, qui est plus sélective puisqu'elle n'a accepté que 21%, mais parce qu'elle propose un parcours international qui est quelque chose qui est intéressant en plus du programme de la licence d'éco-gestion. École de commerce, j'ai pris Nantes pour me faire penser de vous indiquer que certaines écoles vont avoir vous allez devoir candidater à certaines écoles hors dehors des banques d'épreuves d'accès Sésame. Une école comme Audencia Bachelor, ESCP Europe je pense aussi, il va falloir que vous sélectionnez concours Bachelor Audencia directement dans Parcoursup. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en introduction, si Audencia Bachelor vous intéresse, si le SCP vous intéresse, si le M Lyon vous intéresse, commencez par saisir dans le moteur de recherche le nom de cette école afin de savoir si vous passez par un concours, épreuve accès par exemple, si vous passez par, il n'y a pas un concours, une banque d'épreuves, mais c'est un concours spécifique, Audencia Bachelor, et vous allez passer par Parcoursup pour candidater à ce concours, ou si, comme je vous le disais tout à l'heure, pour Sciences Po Paris, c'est une école qui est 100% hors procédure Parcoursup. Je suis toujours sur les écoles de commerce, profil école de commerce à Nantes. Donc vous voyez là que sur mes IUT, j'ai conservé Marseille-Toulouse qui étaient les IUT qui ont des taux d'accès les plus élevés. Mais j'ai rajouté des IUT qui correspondent à mon académie autour de Nantes. Donc celui de Nantes à 29%, celui de Vannes à 45%, celui de La Roche-sur-Yon peut-être à 39%. Voilà. Donc même stratégie, panachée entre des IUT qui sont proches de géographie, puis des IUT qui sont peut-être moins sélectifs, avec plus de chances de pouvoir y accéder. Pour terminer, un dernier profil plutôt ingénieur, école d'ingénieur, mais la stratégie est la même. Hein.
je continue à appliquer exactement la même stratégie. Vous allez commencer par réfléchir à des licences. Dans un profil ingénieur, vous allez trouver des licences qui s'appellent Sciences pour l'ingénieur, mais vous pouvez aussi bien sûr opter pour physique-chimie ou pour une licence uniquement de physique. Et vous allez chercher des licences comme celle de physique-chimie à Villetaneuse ou Paris-Est-Créteil qui vont proposer des taux d'accès les plus élevés, ce qui ne vous empêchera pas de compléter par des licences Sciences pour l'ingénieur, peut-être plus en affinité avec votre centre d'intérêt, vos centres d'intérêt pour votre parcours dans le supérieur après votre baccalauréat, mais qui, comme Paris-Nanterre, peut-être à 53%, seront peut-être un peu plus difficiles d'accès en tout cas. Vous n'aurez pas une certitude dès le départ. Voilà. Donc, même sujet, on choisit une ou deux ou trois là, types de licences, et puis on regarde quelles sont les universités que vous allez sélectionner de façon à panacher ces niveaux et ces difficultés d'accès dans ces formations-là. Pour les écoles d'ingénieurs, même chose, vous allez avoir des banques d'épreuves. Je vous en ai cité deux par ordre alphabétique, hein. Advance et Avenir, il y en a d'autres en dessus. Et de la même façon, vous allez choisir la banque d'épreuves. Elle comptera comme un de vos 10 vœux. Et vous avez listé toutes les écoles, et elles peuvent être parfois très nombreuses. Je pense à une banque d'épreuves comme GP Polytech, où elles sont une trentaine. Vous listez-les, sinon les écoles n'auront pas l'information que vous êtes candidat à cette école-là, mais elle ne compte pas dans les 20 sous-vœux que vous avez à votre disposition. DUT, même principe. L'idée, c'est de panacher entre les sites et les villes de façon à avoir des taux d'accès élevés. Par exemple, le DUT Génie électrique et informatique industrielle à Angoulême qui a accepté l'année dernière 88%, et peut-être des choses un peu plus difficiles à d'autres moments. Vous avez également sur les profils ingénieurs le même principe, c'est-à-dire que vous allez trouver des doubles licences qui peuvent être intéressantes, double licence mathématiques et double licence physique, les deux licences en même temps, mathématiques, informatique également. Vous voyez, à Paris-Est avec un taux d'accès à 43% ou 30% sur cette double licence mathématiques informatique. On comprend donc que cette licence-là est particulièrement prisée par les candidats. Voilà, donc ça c'était un exemple, je vous dis, un peu caricatural et caricaturé en tout cas volontairement. Mon objectif c'était vraiment derrière ce principe de stratégie pour vous donner un maximum de chances d'avoir des réponses positives rapidement. Voilà, concrètement, comment ça peut prendre vie, prendre sens quand vous allez être confronté à la plateforme demain et avoir à saisir carrément, directement les vœux qui vont vous intéresser. Et aussi vous montrer comment on peut vraiment diversifier ces vœux en faisant ce choix de contextes de formation qui sont différentes, et surtout ne vous cantonnez pas à un seul type de formation. Pardon, j'avais un dernier profil, oui, j'avais voulu faire pour tous, et j'ai rajouté un profil Sciences Po, et là plutôt pour un candidat basé à Lyon. Sciences Po, parce que ça me permet de revenir donc sur le fait que Sciences Po Paris, vous ne passez pas par Parcoursup, vous allez vous candidater directement, et c'était déjà fait d'ailleurs normalement, sur le site de Sciences Po Lyon, de Sciences Po Paris, pardon. Sciences Po Bordeaux, c'est une candidature spécifique, donc c'est un vœu pour Sciences Po Bordeaux, alors que les 7 autres IEP de province, il s'agira d'un concours commun, et donc vous allez candidater, et ça comptera pour un vœu unique au concours commun des IEP de province sur Parcoursup. Et comme tout à l'heure pour les écoles de commerce ou pour les écoles d'ingénieurs, listez les IEP, les 7 ou les 2 ou les 3 selon votre envie, auxquels vous souhaitez postuler, qui ne comptent pas comme sous-vœu. Et puis bien sûr, vous allez ensuite pouvoir faire des banques d'épreuves. Là, j'ai cité à titre d'exemple la banque d'épreuves Sésame. Pourquoi? Parce que dans la banque d'épreuves Sésame, il y a un parcours qui peut être intéressant quand on est lyonnais, qui est le fameux BBA de l'EM Lyon, mais qui va passer par la banque d'épreuves Sésame. Licence, vous avez exactement la même démarche à faire, avec peut-être une interrogation sur les matières qu'on peut faire en licence. L'interrogation là, elle va être de se dire quels seront les meilleurs parcours qui vous permettront
ensuite d'avoir accès aux admissions parallèles à Sciences Po et du coup de pouvoir intégrer Sciences Po au niveau master. Et c'est vrai que on peut imaginer que Sciences Po Master va être plutôt intéressé par des étudiants qui ont une bonne background en droit. Il suffit de regarder le programme de Sciences Po pour voir que la matière de juridique est quand même une matière qui est fortement représentée dans le programme, mais également va être intéressé par des étudiants qui vont avoir un cursus autour de tout ce qui est sciences humaines, contrairement aux écoles de commerce, bien sûr, les écoles IEP et Sciences Po sont davantage orientées sur la compréhension de la société, de notre société, et du coup, les matières des sciences humaines, que ce soit la sociologie par exemple ou toute autre science humaine, vont être particulièrement intéressantes quand on va viser une admission parallèle sur ces IEP ou sur Sciences Po. Voilà, donc là j'ai terminé réellement sur ces exemples. Pour revenir sur la stratégie, d'autres points hors les vœux, hors le choix directement des vœux, important pour moi, le premier c'est vraiment la fiche à venir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la fiche à venir, c'est une fiche que désormais vos établissements, le lycée va remplir, dans lequel on va trouver les notes de première et de terminale, le rang derrière ces notes et surtout les appréciations de chaque professeur. On va voir tout à l'heure que ces appréciations sont fondamentales. Mais aussi, en plus des notes, une évaluation faite par les professeurs sur votre méthode de travail, votre capacité d'investissement dans votre travail et l'engagement dans le travail. Ce que je veux dire, c'est que dans la fiche à venir, il y a certes les notes, mais souvent on entend, mais si j'ai pas des notes, les notes qu'il faut, si j'ai pas travaillé suffisamment en première et j'ai pas eu les résultats que j'aurais pu avoir, c'est trop tard. Alors c'est dommage, je ne vais pas dire le contraire. En revanche, il n'est pas désespéré parce que vraiment, au-delà de les notes, et toutes les écoles savent qu'un étudiant peut se réveiller, qu'entre le niveau qu'on peut avoir en première et le niveau qu'on peut avoir en terminale, l'investissement aussi qu'on peut avoir en première et terminale, et l'investissement qu'on pourra avoir dans une formation supérieure parce que cette formation nous intéressera, parce qu'on aura trouvé notre voie, parce qu'on saura pourquoi on travaille, elle est radicalement différente. Tout professeur, tout directeur d'école connaît ça. Donc si vous avez un dossier avec une fiche à venir sur laquelle les notes sont peut-être pas extraordinaires, mais les appréciations des professeurs sont positives et en particulier sur votre motivation, votre investissement, parce qu'au lycée même, bien sûr, et derrière votre potentiel d'investissement dans la formation supérieure, parce que vous avez la conviction que cette formation va vous plaire et que vous allez y réussir, ça peut faire changer énormément la vision qu'on pourra avoir sur votre dossier à la fin. Il faut que vous sachiez que cette fiche à venir, elle va avoir à la fin, elle va porter à la fin un avis pour chacun des 10 vœux que vous allez avoir émis. Pour chaque vœu, vous allez avoir un avis qui sera soit très favorable, soit réservé. Autant de vous dire qu'un vœu pour lequel la fiche à venir portera l'avis réservé, je doute que vous receviez, vous, une réponse positive. Donc, ce qui est extrêmement important de faire, c'est d'échanger avec l'équipe pédagogique du lycée, votre professeur principal ou le proviseur, le chef d'établissement. Ces échanges, normalement, vous avez commencé à les avoir avant le conseil de classe et vous avez dû avoir un retour du conseil de classe, où vous allez l'avoir très prochainement, sur les premières pistes de vœux que vous aviez identifiées et partagées avec votre équipe pédagogique. Si ce n'était pas le cas, et de toute façon, si c'était même le cas, il est essentiel d'avoir cet échange avant le conseil de classe du deuxième trimestre, parce que c'est à ce moment-là, c'est à l'issue de ce conseil de classe du deuxième trimestre que cette fiche à venir sera rédigée, envoyée à chacun des établissements, mais vous ne la verrez pas. Donc, après le conseil de classe, si vous ne la voyez pas en revanche, vous pouvez vous rapprocher du professeur principal pour leur demander, pour chacun des vœux, de vous expliquer si l'équipe enseignante
a émis un avis réservé, favorable ou très favorable. Ça pourra également vous éclairer quand vous allez concocter vos vœux ou peut-être choisir entre un oui ou une liste d'attente. Si vous êtes en liste d'attente sur quelque chose qui est difficile et sur lequel vous savez que vous avez un avis favorable et pas un avis très favorable, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire. En tout cas, il est évident que cette fiche avenir elle a un poids crucial dans les réponses que les formations vont faire. Il est clair que une formation, que ce soit une licence ou un DUT, c'est bien que personne d'autre n'est mieux placé que votre professeur principal ou votre équipe de professeurs de terminale pour pouvoir juger si vous allez pouvoir réussir dans telle ou telle formation. Donc vraiment, elle a une importance cruciale. L'autre point dont on n'entend peut-être pas trop parler, c'est le bac. En fait, c'est vrai que quand on regarde la procédure, on peut avoir l'impression que finalement le résultat du bac n'a aucune importance. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai pour la plupart, c'est faux pour les 10% des meilleurs bacheliers par établissement. Ces 10%-là vont avoir un petit coup de pouce. Donc vous avez vu que le 7 juillet, ça arrive tard par rapport à la procédure. Néanmoins, les 10 meilleurs bacheliers par établissement vont être contactés par Parcoursup et pour deux choses. Soit leur donner la possibilité de postuler ou de repostuler à une formation sélective, par exemple à laquelle ils n'ont pas été admis dans la première phase de la procédure, avant le résultat du bac, ou bien pour leur indiquer que le classement sur une liste d'attente va être changé suite à ces résultats-là. Donc oui, n'oublions pas le bac parce que ça peut avoir une incidence qui peut faire beaucoup de bien à la fin de la procédure si vous êtes bien sûr parmi les 10 meilleurs de votre établissement. 10% les meilleurs de votre établissement. Autre point, le dossier. Finaliser le dossier. J'entends parfois des gens qui disent « Oh, on a fait notre lettre de motivation, on va faire la même lettre de motivation pour tout le monde ». Lettre de motivation, c'est ce qu'on appelle, donc, dans Parcoursup, vous allez trouver un espace où on va vous demander de rédiger votre projet motivé, qui est une lettre de motivation en 1500 caractères, donc c'est assez court. Non, ce n'est pas la même lettre de motivation pour toutes les formations. Pourquoi? Parce que dans le Parcoursup, vous allez trouver pour chacune des formations des attendus ou des critères d'examen de votre dossier. Je vous donne un exemple juste là. Par exemple, pour un DUT mesure, quand on regarde dans la fiche de la formation, vous allez trouver le détail des éléments qui vont être regardés dans les critères d'examen de votre candidature. Éléments portés sur les bulletins de notes, donc le DUT, il s'agit d'un IUT en particulier, va regarder là en particulier les notes de première et terminale en mathématiques, physique, chimie, anglais, français et philosophie. C'est intéressant de voir que pour un DUT mesure, l'anglais, français et la philosophie seront des éléments différenciants. Ça peut aussi vous donner des pistes sur la stratégie à adopter pour candidater ou pas dans ce DUT-là par rapport à un autre. Les appréciations des enseignants vont être regardées, notamment l'investissement et l'attitude et l'assiduité. Et là, il n'est pas trop tard encore, je vous le redis, je viens de vous le dire, pour faire la différence entre maintenant et le conseil de classe. Un étudiant qui se réveille en mois de janvier, qui s'investit, qui explique qu'il s'investit parce que grâce à la réflexion qu'il a eue sur son orientation, il vient d'avoir trouvé la voie pour sa formation supérieure et que désormais il est motivé, il est impliqué, il va s'investir, ce n'est pas un mensonge, c'est quelque chose qu'on voit tous les ans. Et c'est quelque chose auquel on est extrêmement sensible parce que le lycée est là pour préparer l'enseignement supérieur, mais vraiment ce qui est le plus important, c'est de réussir, de trouver sa voie dans le supérieur et d'y réussir. Donc ne négligez pas, je me répète, je sais, mais c'est tellement important, ne négligez pas votre attitude au lycée. Éléments portés sur la fiche à venir, donc pour ressouligner l'importance, appréciation des professeurs, sérieux du candidat à travers ses appréciations, travail, attitude, assiduité. Positionnement de l'élève dans la classe et cette fameux avis favorable, défavorable ou réservé du chef d'établissement sur le vœu qui correspond à ce DUT de mesure.
Éléments exprimés dans le projet de formation motivé. Voilà, donc là vous avez des billes, des pistes très claires sur comment écrire votre projet, votre lettre de motivation, clairement en mettant en avant ce que vous connaissez du DUT Mesure. Je vous engage donc à être allé regarder le programme pour pouvoir citer une ou deux matières qui vous intéressent, les débouchés, les métiers que font, puisque ce sont des informations que vous avez trouvées dans Parcoursup, les métiers que font les diplômés pour pouvoir mettre en avant aussi la raison de votre intérêt qui va être en fonction des métiers qui vous intéressent à l'issue de ce DUT. Et puis quelque chose d'un peu particulier, un peu original, on ne va pas trouver forcément dans d'autres formations, c'est mettre en avant la curiosité pour les techniques et les sciences, qui sont en particulier la physique, la chimie et les mathématiques. Voilà, donc une fois que vous avez ces éléments, il est plus facile, je pense, d'écrire une lettre de motivation qui va être pertinent, spécifique et qui va convaincre les personnes, parce que ce sont des personnes comme vous ou moi qui vont regarder votre dossier et se demander si elles ont envie de vous donner votre chance pour l'année prochaine. Donc là, c'était un exemple sur un DUT Mesure. Bien évidemment, vous allez avoir la même chose sur un DUT GEA. Alors, certains DUT vont être plus ou moins prolixes ou plus ou moins avares des conseils. Là, vous voyez, ce DUT GEA parle de la cohérence entre le projet de formation et les acquis, les compétences et les attendus de la formation. Donc là, il faut se référer aux attendus. Mentionne néanmoins quand même les matières. Donc on est sur du maths français et des langues étrangères. Un autre DUT va présenter les choses un peu différemment. L'équilibre, là pour le coup, plutôt que mettre l'emphase sur certaines matières. Donc là encore, ce sont des pistes, ce sont des éléments d'information vous sera facile d'utiliser pour faire des lettres de motivation. Et là, vous voyez que pour un même DUT en GEA, vos lettres de motivation devront être différentes selon qu'il s'agit d'un IUT 1 ou d'un IUT 2 en fonction de ce qu'il aura écrit sur les choses qu'il va regarder en particulier. Là, celui-là, on voit qu'il va vraiment mettre en avant la motivation. On parle d'un choix affirmé de l'étudiant pour ce programme-là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas identifié dans les attendus ou les critères d'examen de l'IUT numéro 1 qu'on vient de voir. Et je vous en ai donné un troisième par exemple. Celui-là, un peu plus détaillé peut-être les critères d'examen, mais surtout parce qu'il indique qu'il y aura un entretien de motivation. Là encore, pour certains DUT et certains autres parcours d'ailleurs peuvent vous proposer des entretiens de motivation. Ça peut faire partir aussi de votre choix stratégique pour privilégier un DUT plutôt qu'un autre. Si vous pensez que vous serez plus à même de défendre votre motivation et de faire émerger votre candidature à l'oral, ou à l'inverse, si vous vous sentez en fragilité parce que peut-être pas suffisamment préparé, vous pouvez être amené à décider de choisir une formation dans laquelle il y a un entretien de motivation, parce que vous pensez que ça va vous aider, ou à l'inverse, de l'écarter pour privilégier des critères de sélection où il n'y a pas cette étape de l'oral. Alors, pour terminer, une feuille de route. J'aime bien finir les interventions par des choses concrètes. Donc, il reste janvier, février, mars, 3 petits mois, 2 mois, peut-être même plus. Maintenant, alors, quelles sont les étapes importantes? Les étapes importantes, vraiment, je sais que c'est compliqué parce que ça prend du temps, que vous avez aussi un baccalauréat et d'autres choses à faire. Mais vraiment pas, et que c'est pas possible non plus, et c'est parce que je vous dis de faire des journées portes ouvertes ou des journées d'immersion sur vos 10 vœux ou vos 20 sous-vœux, mais sur les 3-4 formations, écoles, licences, il y a aussi des journées portes ouvertes dans les licences, on le sait peut-être pas toujours, les DUT, que celles qui vraiment sont importantes, c'est absolument essentiel d'y aller, pour 2 raisons. Le premier, c'est pour vérifier que ces formations vous intéressent, sont en adéquation avec ce que vous recherchez, et donc vous les interrogez sur ce qui sera derrière vos critères de choix. Ça peut être
le contenu des cours, des spécialisations possibles, des échanges académiques à l'international ou pas, des doubles diplômes avec d'autres écoles. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre du professionnel, hein, les capacités à faire des stages, le rythme, les moments, la possibilité de faire une fin d'études en alternance. Ça peut être la dimension internationale. Voilà, enfin tous ces critères-là de choix d'une école, mais surtout à ce moment-là sur Parcoursup, n'oubliez pas de demander aux équipes pédagogiques quels sont leurs critères d'admission, quels sont les profils recherchés. Parfois, j'entends des parents qui disent « mais non, on ne peut pas demander ça, ça semble tabou ». Mais non, ce n'est pas tabou. Rien n'est tabou dans comment on va choisir les étudiants, quels sont les prérequis qui sont absolument nécessaires, quels sont les profils qu'on recherche parce qu'on le sait qu'ils réussissent mieux. C'est pas... il y a des raisons derrière ces recherches et du coup ça peut être complètement expliqué, rationalisé de façon à ce que vous puissiez le comprendre. Donc quand vous allez dans une école, vraiment la première des questions c'est savoir quels sont les profils que ces écoles recherchent et quels sont leurs critères d'admission pour pouvoir comprendre si votre profil va être en adéquation avec ces critères d'admission. Et puis si vous n'avez pas le temps d'y aller, et en particulier on le voit ça dans les universités, vous avez également des étudiants qui sont ambassadeurs des licences dans les facultés, vous avez leur adresse mail et ça peut être une autre façon de glaner des informations complémentaires et en particulier sur ces critères d'admission en communiquant par mail avec ces étudiants-là qui sont là, bon, bien sûr, pour accompagner votre réflexion et donc qui devraient être réactifs. Voilà. Mais vraiment, sur les écoles et sur les formations qui vous tiennent à cœur, allez-y, allez rencontrer les gens. Vous allez gagner énormément de temps derrière et énormément d'informations. Feuille de route de janvier à mars, eh bien le lycée, je vous en ai déjà parlé, j'y reviens, n'oubliez jamais le lycée. Donc on a déjà vu l'importance des avis des professeurs sur votre implication, sur votre travail, sur votre assiduité. Demain, c'est le début de nouvelle vie au lycée, c'est le début d'un moment où vous allez vraiment montrer encore plus votre application, votre capacité à vous engager dans vos études, ça fera la différence sur votre fiche à venir. Échangez avec les professeurs avant et après votre conseil de classe du prochain trimestre. Hein. Et puis, ne pas oublier le bac, puisqu'on l'a vu, le bac n'est pas anecdotique. De toute façon, il ne s'agirait pas de rater le baccalauréat. Mais en plus, un très bon score au baccalauréat peut vous donner un vrai coup de pouce sur les résultats que vous aurez dans Parcoursup. Et puis aussi, le baccalauréat, ça peut être une façon de montrer à vos professeurs que vous êtes impliqués, engagés, au lycée aussi, pour valider ce baccalauréat. Et une des façons de faire, c'est de leur demander à chacun d'entre eux leurs conseils pour réviser chacune des matières. Il est clair qu'on ne révise pas de l'histoire de la philo ou des mathématiques ou des physiques de la même façon. Donc, je vous conseille vraiment dans les derniers moments, mais avant votre conseil de classe, d'aller vous rapprocher de vos professeurs pour leur demander quelques conseils pour travailler de la meilleure façon, la façon la plus efficace, votre baccalauréat dans les prochaines semaines. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et puis, et en parallèle, et c'est là où je sais que ça fait beaucoup, mais c'est quelque chose qui est sur un temps court, heureusement. C'est donc, on l'a déjà abordé, certaines formations supérieures nécessitent de passer par un concours. Et là, encore une fois, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de prendre le temps de préparer ces épreuves, car même si elles portent sur le programme de terminale, et là je pense avant tout aux écoles d'ingénieurs, elles vont avoir des natures vraiment différentes. Pour rester sur cet exemple d'ingénieur, il ne s'agira pas de faire une copie de mathématiques ou de physique comme vous allez la faire dans le contexte du bac, mais il va s'agir de répondre à des QCM. Vous n'aurez pas votre calculatrice, etc., etc. Qui dit QCM dit une stratégie, puisque qui dit QCM dit impossibilité de répondre à 100% des questions, qui dit parfois questions avec des malus si les réponses sont fausses.
à d'autres moments ce ne sera pas le cas, etc. Sur les écoles de commerce, vous allez être confronté à des notes, une épreuve de la synthèse par exemple, qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez de la terminale. Donc, comme vous n'iriez pas faire un bac si vous n'aviez pas fait en préparation des bacs blancs, je vous engage vraiment de consacrer un peu de temps, en tout cas le temps nécessaire à ces concours pour arriver en étant en maîtrise sur la compréhension de ces épreuves, de leurs attentes, de leurs particularités, de leurs pièges aussi. Ça, c'est en pratiquant qu'on va comprendre ça. Donc, en s'entraînant, en particulier pour comprendre les questions un peu classiques. Là, je pense à des épreuves comme les mathématiques ou la logique. Vous allez voir que sur certaines thématiques, on retrouve systématiquement les épreuves aussi d'anglais. On va retrouver des types de questions qui se ressemblent chaque année. C'est important de les repérer. Ça va permettre de gagner en rapidité parce que là encore, le facteur temps dans un concours est essentiel. On n'est pas sur un examen qui est fait pour que les étudiants de bon niveau puissent répondre complètement à l'examen. On est sur un concours qui va permettre de départager des candidats et donc il faut absolument que tout le monde ne puisse pas avoir 20 sur 20 et que tout le monde ne puisse pas terminer l'épreuve. Donc gagner en rapidité est important. Sur l'oral, c'est aussi quelque chose qui est particulier puisqu'il va falloir savoir se présenter. C'est pas évident quand on est en terminale et on a souvent l'impression qu'on n'a pas grand chose à dire d'intéressant, ce qui est absolument faux. C'est parce qu'on n'a pas préparé son discours. Il va falloir aussi faire partager sa motivation, ce qui est essentiel. Vous avez vu que c'est souvent le facteur qui va faire que un établissement va accepter la candidature d'un étudiant, c'est que vraiment on a l'impression que cet étudiant il va tout donner parce qu'il est vraiment motivé pour cette formation et il va tout faire et il va réussir derrière dans une formation pour laquelle il est motivé. Et pour pouvoir défendre une motivation, à un moment ou à un autre, il faut passer par un exercice qui est aussi compliqué quand on est en terminale, c'est présenter un projet professionnel, que j'ai mis entre guillemets, hein. Ça peut être un semblant de projet professionnel. L'idée là, c'est vraiment de montrer que si on va dans une école, c'est qu'on n'y va pas par hasard et qu'on a compris quelles étaient les matières qu'on allait suivre, parce qu'on a compris quels étaient les métiers, en gros, auxquels elle allait préparer. Et là, je reboucle avec la première de mes 3 feuilles de route qui étaient les JPO. Si on n'est pas allé dans une JPO, si on n'est pas allé rencontrer des étudiants d'une école qui vont pouvoir vous éclairer de manière très simple avec leurs mots et leur vérité et leur observation sur les métiers, ça va être toujours très compliqué de pouvoir soi-même en parler alors que ça reste encore très conceptuel pour l'instant. Voilà donc les trois éléments clés. Les JPO, les journées d'immersion dans les écoles, les formations clés qui vous intéressent. Le lycée à ne pas négliger, la partage avec les professeurs sur vos vœux, de façon à vérifier qu'ils vont être validés, qu'ils vont avoir des avis favorables. Ne pas sous-estimer l'importance de votre implication à ce moment clé pour qu'à la fin, sur la fiche à venir, cette implication, elle se voit, elle fasse partie des appréciations. Et puis arriver à concilier la préparation au bac avec la préparation à ces épreuves, des concours qui malheureusement sont différentes, mais en règle générale demandent peu de travail sur le savoir. C'est vraiment, les écoles savent que vous avez un bac à préparer, que vous suivez une terminale déjà, donc on va peu vous demander, à l'exception de Sciences Po Paris peut-être sur le programme d'histoire, on va peu vous demander un savoir des connaissances, mais en revanche on va vous demander de vous adapter à des épreuves de nature différente, plus orientées sur des compétences qu'on va rechercher dans le cadre des parcours en supérieur ensuite. Ah oui, une dernière information, on entend parfois oui, mais mon dossier scolaire est moyen et le dossier scolaire est de plus en plus important pour accéder aux études supérieures. Oui et non. Il n'y a pas d'impact du dossier scolaire sur certains concours. École de commerce accès, absolument le dossier scolaire n'est pas regardé. De la même façon, on retrouve la même chose sur les IEP de province. Et il y a un impact, certes, mais qui peut être limité.
Sur Sésame, regardez attentivement selon les écoles. Certaines écoles vont donner un coefficient 10 au dossier scolaire et d'autres vont donner un coefficient 1 ou 2 au dossier scolaire. Là, par exemple, je pense au BBA d'ESSEC par rapport au BBA de l'EM Lyon. Vous allez être d'un coefficient 2 ou un coefficient 10 selon les établissements. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette donnée-là quand vous allez choisir les écoles qui vous intéressent dans la banque d'accès Sésame. Même chose sur les écoles d'ingénieurs, elles regardent tous les dossiers puisqu'elles vont commencer par ce fameux processus des grands classés. Les étudiants qui vont être admis d'office parce que ce sont les meilleurs étudiants de leur lycée. Mais ensuite, à la fin, le dossier va être regardé avec un certain coefficient. Donc vous pouvez aussi vous intéresser au coefficient, à la pondération du coefficient donné au dossier. Si vous avez un excellent dossier, bien sûr, privilégier des parcours et des écoles qui vont coefficienter de manière très forte votre dossier scolaire. Et à l'inverse, si vous pensez que votre dossier est un peu fragile, faire le choix inverse de vous intéresser davantage à des écoles qui auront un point de vigilance moindre sur votre dossier scolaire. Voilà, donc j'ai terminé pour cette grosse heure que nous avons passée ensemble autour de Parcoursup. Donc nous faisons une journée de préparation gratuite, je vous en ai parlé au tout début, mais pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous, ce dimanche, une journée de préparation gratuite à Paris sur les écoles de commerce. Et nous faisons également, dans le cadre de cette journée de préparation gratuite qui a lieu dans le 16e arrondissement, une conférence sur les écoles de commerce, plus de détails sur leurs concours, les épreuves, mais aussi les différents parcours, un bachelor, un BBA, une grande école qu'elles vont pouvoir proposer. Pour cela, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, dont vous allez voir les coordonnées dans 2 minutes. Sinon, donc, au-delà de cet événement, cette actualité proche de dimanche, vous allez trouver chez PGE donc, ces fameuses préparations au concours, toujours avec 3 moments forts, des stages intensifs en présentiel sur 1 ou 2 semaines pour la préparation aux écrits, complété par un outil de préparation à distance, qu'on appelle une plateforme de e-learning, où vous allez avoir des supports de cours, vous allez avoir des quiz, des tests, des devoirs à rendre, beaucoup de contenu. Et puis, tout ça complété par des stages de 2 jours pour travailler particulièrement cette matière spécifique qui est celle de zéro. Et puis également, en complément, la possibilité de passer des concours blancs pour vous entraîner juste quelques jours avant les concours. Donc les matières, celles du concours adaptées à la nature des épreuves, bien évidemment. Les villes, 8 villes, Paris, Bordeaux ou 9, je ne sais pas. Paris, Bordeaux, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille et Montpellier. Les stages intensifs, donc vacances de février, vacances de Pâques. En règle générale, les oraux, plutôt sur des week-ends, mars-avril. Et donc je vous disais tout à l'heure, cet espace de travail à distance. Pour avoir toutes ces informations-là, soit vous allez sur notre site, vous allez aussi pouvoir vous inscrire à cette journée de préparation de dimanche, soit vous nous appelez au 01 87 66 00 50. Voilà, donc, et nous, notre promesse, c'est de vous permettre d'intégrer l'école de votre choix, pas l'école qui voudra bien de vous, mais l'école de votre choix. Et nous faisons cela depuis 2004. Et donc, notre savoir-faire, c'est vraiment la connaissance intime de ces concours-là, ce qui nous permet d'avoir des taux de réussite dont nous sommes très fiers. Donc, c'est pour ça que je finis ce moment de live avec vous, avec ces taux qui ne bougent pas d'année en année. Et dont je vous disais, nous sommes très fiers. Bon, j'espère que tout ceci vous a intéressé. Bien évidemment, nous restons à votre disposition. Si vous avez d'autres questions sur Parcoursup, vous pouvez nous appeler, vous pouvez venir nous rencontrer. Nous sommes à votre disposition. Vraiment, nous savons tous que c'est un moment difficile. Nous n'aurons pas forcément toutes les réponses à votre question, mais en tout cas, nous essaierons de tout faire pour vous accompagner pendant cette étape clé. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous dire à très bientôt. Bonsoir.